Bonjour, c'est Loïs d'Orisa Games et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série de tutoriels sur la création d'un système d'inventaire. La précédente fois, nous avons mis en place l'actor component principal qui va être mis sur les acteurs qui vont contenir un système d'inventaire. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le système d'interaction avec les objets pour pouvoir récupérer un objet dans son inventaire. Une fois que ceci sera fait, nous pourrons ensuite nous concentrer sur la création des items en tant que tels. Mais il nous faut d'abord un système d'interaction. C'est parti. Ok, donc dans ce second épisode, on va mettre en place le système d'interaction avec les objets. À la fin du précédent épisode, on avait mis en place donc la data table, ici, hop, avec donc notre liste d'objets. Mais avant de créer notre liste d'objets, de savoir quels objets il va y avoir dans notre jeu, il faut d'abord pouvoir interagir avec des objets. Et c'est ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. Alors on va être de retour dans notre inventory system et on va donc mettre en place ce système d'interaction ici. Alors je vais créer une fonction qui va s'appeler Sphere Trace Interaction. Ça va être une fonction qui va se charger en fait de lancer un Sphere Trace. C'est un laser sous forme de sphère en fait qui va être lancé d'un point A à un point B. Et tout ce que touche ce laser va être analysé. Et nous, on va programmer pour faire en sorte que lorsque ce laser touche un objet qu'on peut ramasser dans notre inventaire, eh bien en fait, ça va nous afficher une interface. Surtout, on va pouvoir interagir avec ce dernier. N'oubliez pas d'exécuter cette fonction, on va l'exécuter sur l'event tick. De cette manière, ça va se passer à chaque image par seconde. Vous pouvez également l'exécuter par exemple sur un event key ou sur un input pour faire en sorte que cette fonction soit exécutée lorsque vous appuyez sur une touche. Mais nous, notre problème, c'est que cette Sphere Trace Interaction, en fait, elle va se charger d'analyser tout ce que touche le laser. Et dès qu'on touche un objet, on va afficher une interface. Et ça, on ne peut pas le faire si on appuie sur une touche. Alors, l'interface s'afficherait que si on appuie sur la touche. On utilise l'event tick pour qu'à la frame près où le laser touche l'objet, l'inventaire ramasser tel objet apparaisse. Voilà, donc il y a plusieurs manières de faire, mais moi j'ai choisi celle-ci. Donc dans le Sphere Trace Interaction, on va appeler la fonction Sphere Trace by Channel. Alors, il y a plusieurs types de channel, de trace by channel. Il y a le line trace, il y a le sphere trace, il me semble même qu'il y a le box trace. Box trace, tout simplement ce que ça change, c'est la forme du laser. Line trace, ça va être un petit laser, un petit faisceau laser. Sphere trace, il y a le radius, donc on peut faire en sorte qu'en fait le laser soit plus épais, donc il couvre plus de zones. Après box trace, c'est tout simplement un laser de type carré. Voilà, donc moi j'utilise un sphere trace. Alors pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de cette fonction, il faut définir où le laser commence. Vous voyez, c'est jaune, donc c'est un vecteur, et où le laser se termine. Voilà, donc pour le début du laser, il va falloir donc appeler ce qu'on appelle le Player Camera Manager. Donc c'est un manager de caméra qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est, globalement, sans rentrer dans les détails, tout ce qui est caméra, en fait, ça prend le player controller et ça regarde la caméra du personnage et ça s'occupe un petit peu de définir tout ça. Get Player Camera Manager, je vous ferai bientôt une vidéo sur tout ça d'ailleurs, sur le Player Manager et tout, parce que c'est quelque chose vraiment de très intéressant et de très très utile. Donc on prend le Player Camera Manager et donc on va regarder sa localisation dans le monde. Donc get actor location. Vous voyez, ça nous renvoie une donnée vectorielle. Tant mieux, c'est ce qu'on veut. Eh bien, cette donnée vectorielle, on va le mettre dans le start. Donc en gros, globalement, le laser va commencer à l'endroit de la caméra. Voilà. Vous pouvez également, à la place du Player Camera Manager, si ça vous cause des problèmes, vous pouvez appeler directement la caméra, mais ça implique de mettre évidemment la fonction dans le personnage, ou alors il faut faire une référence avec une variable, mais c'est une possibilité aussi. Donc nous on va faire ça, donc en gros globalement le Sphere Trace part de la caméra du personnage, et où est-ce qu'elle se termine? Eh bien on va donc partir ici du Camera Manager, et on va faire Get Actor Forward Vector. Get Actor Forward Vector. Donc en gros, on va récupérer l'axe qui part devant la caméra. Donc globalement, l'axe X de notre caméra.
Donc devant notre caméra, le laser va partir devant elle. Et donc on va multiplier cette valeur par une autre valeur, puisque de base ici, c'est 1 que ça renvoie, c'est ce qu'on appelle une donnée normalisée. Donc il faut la multiplier par un autre chiffre pour en fait augmenter la taille du vecteur. On va faire fois. Et ici, hop, on va le mettre en integer. Donc soit vous rentrez directement une donnée ici, soit vous faites promote to variable pour ensuite pouvoir changer comme vous voulez la taille de l'interaction. D'ailleurs, c'est pas un integer, hop, c'est un float. Comme ça, on a plus de précision. On va l'appeler ça interaction range. Range, c'est en gros, c'est globalement dans les jeux vidéo, une range, c'est la taille, à quel point on peut interagir loin. Voilà. Plus le chiffre est grand, plus on peut interagir loin. De base, on met entre 300 et 500. Moi, je mets 500 pour commencer. On pourra voir ça un petit peu après. Cette interaction range, on peut le mettre instance editable et expose on spawn. Comme ça, quand je serai sur mon personnage, ou sur un autre acteur, sur un coffre, ce genre de choses, on pourra paramétrer directement depuis l'acteur à quel point on peut interagir loin ou pas. Voilà. On n'aura pas besoin de rentrer dans le système à chaque fois. Et donc on multiplie ce vecteur par le range, et ici on a un résultat qu'on va additionner avec hop, la localisation du camera manager, et ce résultat on va le mettre dans le end. Voilà, donc globalement le laser va partir de la position de la caméra, va être multiplié par l'interaction range, et le résultat des deux donc va définir le point de fin en fait du laser, tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, ici vous voyez on a radius. Radius, ça va être donc la taille de la sphère. Donc si c'est 0, elle ne va pas exister. Minimum c'est 1. Moi je vais mettre par exemple 30. On verra si c'est trop ou pas. On va le modifier si jamais. D'ailleurs ici je peux faire hop collapse node pour prendre un peu moins de place. Hop, je vous en parlerai aussi ça des graph collapsed. C'est vraiment un très bon moyen de faire en sorte que vos fonctions ne soient pas trop en bazar rapidement. Donc là je vais mettre start end voilà. En fait, tout simplement à l'intérieur c'est comme si c'était une fonction, mais ça va juste définir en fait les calculs, et hop ça va en output définir ça. Voilà. Et ici donc je peux mettre start i. Voilà. Tout simplement. Ça me permet d'avoir juste un node au lieu d'avoir tout un tas de nodes qui prendraient beaucoup de place. C'est un peu plus propre. Le radius, d'ailleurs, vous pouvez le promote to variable si vous voulez. Moi, j'en ai pas d'utilité, mais si vous voulez rendre ça dynamique, bien évidemment, vous le stockez dans une variable. Ensuite, on arrive au trace channel. Alors, le trace channel, simplement, comment dire ça simplement? C'est un élément qui va en fait dire, ok, moi, tout ce qui passe par le channel visibility, par exemple, je le bloque. Donc si par exemple, vous prenez un objet ici qui bloque la visibility, eh bien le sphere trace, qui utilise le channel visibility, va bloquer sur cet objet. Alors que si, par exemple, votre objet ignore le channel visibility, eh bien le laser va passer à travers. Il ne va pas le prendre en compte. Vous pouvez utiliser soit visibility, soit caméra, qui sont les deux channels de base d'Unreal. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre système d'inventaire, eh bien, il va falloir mettre en place un channel dédié à ce système. Pourquoi? Tout simplement parce que visibility et caméra, tout un tas d'objets ou de static mesh utilisent ce channel sur Unreal. Et pour éviter de causer des bugs, ou si vous voulez éviter que tel ou tel item soit pris en compte par votre système d'inventaire, eh bien, il va falloir mettre en place un channel qui va être utilisé par seulement les objets récupérables par votre personnage dans son inventaire. Pour ça, on va aller donc dans les Project Settings. Ici, on va marquer Trace Channel. Vous voyez ici, on a donc les Trace Channel. On va créer un New Trace. On va appeler Inventory. Et le Default Response, c'est en gros, dès qu'on crée un objet, par défaut, quelle est la position de ce channel? Donc on va le mettre sur
ignore. Donc de base, n'importe quel objet qui fonctionne avec les channels sur Unreal va ignorer ce channel, va ignorer l'inventory system. Et comme ça, de cette manière, sur nos items qu'on va paramétrer pour être récupérables par le joueur, on va mettre block. Comme ça, seulement les objets de l'inventaire vont bloquer ce channel et donc vont être considérés par le laser. Donc inventory system ignore de base, j'accepte, et vous voyez, ça a créé le nouveau trace. Ici, je compile pour prendre en compte les nouvelles modifications. Vous voyez, dans trace channel, j'ai inventory system. Donc je vais le sélectionner pour faire en sorte que donc, ce sphere trace prenne en compte uniquement les objets donc, de l'inventory system. Donc en fait, le laser, quand je vais me balader sur mon monde, quand je vais regarder, il va détecter tous les objets, il va dire ok, ce cube, est-ce qu'il bloque le channel inventory system? Non, ok, je l'oublie. Celui-ci, ok, il le considère pas, je l'oublie aussi. Hop, ici par exemple, oh, ok, il le bloque, donc je vais envoyer l'information comme quoi cet objet est récupérable par le joueur. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc ça fonctionne donc avec l'inventory system, donc le trace channel. Trace complexe, on n'en a pas besoin, et juste ici, donc actors to ignore, on va faire en sorte que l'acteur qui lance le sphere trace soit ignoré. Ça peut éviter d'avoir des bugs, par exemple, si votre personnage a une collision, rentre en collision avec le sphere trace, pour pas que votre personnage soit considéré comme un objet. Donc en fait, on va dire au laser, tu ignores tel actor, et ensuite, tu regardes le reste. Si je vais mettre make array, c'est un array de base, et on peut en mettre plusieurs. On veut ignorer plusieurs actors. Moi, je veux juste ignorer un seul actor, mais c'est pas forcément le personnage, parce qu'une fois de plus, cet inventory system, c'est un actor component, donc on peut le fixer sur n'importe quel actor. Je vais pas mettre ignorer le personnage, parce que ça peut être un coffre, ça peut être une armoire, ça peut être un marchand. Donc en fait, tout simplement, je vais appeler la fonction getOwner. Owner, c'est tout simplement, ça récupère le personnage, enfin non, l'acteur qui possède cet inventory system. Alors vous voyez, j'ai une erreur parce que le target c'est actor. Faites bien attention quand vous mettez getOwner, il y a le actor et le component. Moi, il me faut le component. On va avoir un actor component. Voilà, comme ça récupère en fait l'acteur qui possède cet inventory system. Donc si je fixe par exemple l'inventory system sur un coffre, ça va récupérer le coffre et ça va lui dire ok, tu oublies ce coffre. Voilà. Eh bien, tous nos inputs sont prêts. Maintenant, on va s'occuper des outputs. Alors, il y en a deux. Il y a un booléen et donc un each result. Une structure. En gros, le return value en booléen va envoyer vrai si bien le sphere trace a détecté une collision avec le channel et false s'il n'y a pas de collision. Donc ici, je vais le brancher à un branch. Et le hit result, je vais tirer un node ici et je vais appeler break hit result pour récupérer donc toutes les informations. Et vous voyez qu'ici, on peut récupérer tout un tas d'informations sur l'acteur en fait, qu'on a détecté. Ça peut être la distance, la localization, vraiment tout un tas de choses. C'est très 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 puissant. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est le hit actor. Donc, vous voyez que c'est bleu, donc c'est un acteur object reference. Donc ça va nous renvoyer quel objet le laser a touché, tout simplement. Et donc, ce hit actor, on va le promote to variable. On va le stocker dans une variable. On va appeler ça look at actor. C'est le terme qui est utilisé en anglais. En gros, look at, c'est regarder. Donc, en gros, c'est l'acteur qu'on regarde, tout simplement. Le problème, ici, et c'est vrai que de base, on n'y pense pas, mais avec l'expérience, on fait attention. Regardez, dans l'event graph, cette fonction est exécutée avec l'event tick, ce qui veut dire que chaque image par seconde, le sphere trace va détecter quelque chose. Le problème, c'est que si mon personnage, je suis là, je laisse le pointeur, donc mon viseur, sur un objet. Et bien, chaque image par seconde, le line trace, enfin le sphere trace, va détecter cet objet. Donc en fait, il va ensuite me mettre l'interface qu'on programmera plus tard, récupérer tel objet, et vu que c'est un event tick, il va le mettre à chaque image par seconde, donc ça va
dupliquer mon interface, enfin ça va faire n'importe quoi. Donc il faut bien faire attention ici. Si oui, il détecte une collision, hop, il stocke le look actor dans une variable, mais que si ce dernier est différent de celui-là qu'on vient de voir. Donc ici, on va mettre un branch si le hit actor, donc ce que touche le laser, si c'est différent de, en fait, tout simplement, le hit actor qui existe déjà, bien si ce qui est déjà stocké dans mon inventory component, s'il est différent de ce que touche le laser, alors dans ce cas, on le restocke à nouveau. Et si c'est le même item, si jamais 2 frames à la suite, je suis sur le même objet, eh bien, il ne va pas le restocker parce que c'est le même, tout simplement. Donc pour être clair, admettons cet objet, ce cube bleu ici, je peux le stocker dans mon inventaire. Hop, je vais mettre mon sphere trace dessus, donc il va y avoir collision. Donc ici, oui, il y a collision. Est-ce que ce que le laser touche, donc le cube bleu, est différent de ce qui est déjà stocké? Donc vu que je viens de démarrer mon jeu, eh bien, il n'y a rien dedans. Donc oui, c'est différent. Hop, on stocke le cube bleu dans la variable. Mais vu que je reste dessus, à la frame suivante, oui, il va toujours y avoir collision, puisque je suis toujours sur mon cube, mais je touche le cube bleu, et donc il n'est pas différent de ce qui est déjà stocké, puisque c'est le même objet, et dans ce cas, ça va aller sur false. Donc ça ne va pas réexécuter tout le code qu'on va mettre à la suite, donc déclencher l'interface, etc. Voilà, c'est à ça que sert cette sécurité. Il y a une dernière chose à faire ici, c'est réinitialiser la variable. Puisque une fois qu'on va arrêter de regarder notre acteur, hop, eh bien, il ne va plus y avoir collision. Ça va être false. Mais notre interface et tous nos calculs ici vont toujours être présents. Donc en fait, il va falloir réinitialiser le look at actor pour dire, ok, là, on ne regarde plus rien. Donc pour ça, on prend la variable, on la set, ici, tac, et juste on la laisse vide. De cette manière, dès que je ne vais plus toucher quelque chose avec mon sphere trace, look at actor va devenir false. Et donc si je retouche mon cube à nouveau, eh bien il sera false, donc ce sera différent de ce qu'il y a ici, donc ça va redéclencher l'interface. Voilà. C'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre dans un premier temps, mais prenez bien le temps de comprendre comment ça fonctionne. C'est que de la logique, et vous allez voir, ça va venir tout seul. Tout simplement, je répète pour ceux qui auraient un petit peu du mal rapidement, je lance mon laser, dès qu'il y a collision, hop, ça regarde si ce que je touche est différent de ce que j'ai touché avant. De base, il n'y aura rien, donc non, ça sera différent. Donc on stocke, par exemple, l'objet, donc si c'est mon cube bleu par exemple, je le stocke dans ma variable, et après on mettra en sorte de créer une interface et tout. Mais vu que c'est stocké, enfin vu que c'est déclenché avec un event tick, l'image après, ça va continuer de détecter mon item si je garde mon viseur dessus. Mais ce qui est stocké déjà dans ma variable, c'est mon cube. Donc, ce que touche le sphere trace n'est pas différent de ce qui est déjà stocké, vu que c'est le même item. Donc dans ce cas, là, il ne va pas redéclencher tout le script pour éviter d'avoir à dupliquer les interfaces. Et une fois que j'arrête de regarder mon objet ou que je le récupère, donc il despawn du monde, donc il n'y a plus de collision. Donc là, on vide la variable, on la met, enfin on la met sur none, donc il n'y a plus rien de stocké dedans. De cette manière, si je revise mon objet ou si j'en prends un autre, eh bien, elle sera vide et donc on pourra redéclencher le script. Voilà, c'est que de la logique, mais il faut être un petit peu à l'aise avec ce sphere trace. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, ça va venir. Vous en faites pas sur ça. Alors maintenant, on va créer ce que l'on appelle un blueprint interface. Un blueprint interface, alors je vais bientôt pareil faire des vidéos dessus pour expliquer en détail ce que c'est. En complément de ces tutos, je vais vous faire aussi des petites vidéos qui expliquent les petits éléments, notamment les blueprint interface. Mais globalement, juste après, on va créer notre item de base récupérable sur le jeu. Et donc dans notre item, on va mettre ce blueprint interface qui va contenir des fonctions. En gros, tous les acteurs qui vont contenir ce blueprint auront les mêmes fonctions. Et on va créer deux fonctions, la fonction look at et la fonction interact with.
Une fois de plus, je reprends les termes anglais qui sont utilisés le plus souvent. Look at, ça va être la fonction qui va gérer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde l'acteur. Et interact with, ça va être la fonction qui va gérer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on interagit avec l'objet. Donc je vais créer dans un nouveau dossier ici voilà. Je vais créer donc un blueprint interface. Donc c'est juste ici, blueprint interface. Donc BPI, blueprint interface. Et donc à l'intérieur, je vais créer donc deux fonctions. Donc comme j'ai dit, look at et également la fonction act with. Voilà. Alors sur look at, en fait, je vais créer un output. Donc en gros, la fonction va ressortir quelque chose, une information. Et cet output, ça va être un message. Vous allez comprendre pourquoi. Ça va être message return. Message. Le message de retour. Ça va être de type texte. Voilà. Sur interact with, pour l'instant, je ne mets rien. Juste look at un output. Vous allez comprendre pourquoi. Je peux le refermer. Et donc en fait, ce qu'on va faire, ici dans l'inventory system, donc lorsqu'on a stocké l'acteur qu'on regarde dans notre variable, eh bien on va regarder si cet acteur contient justement le blueprint interface. Donc je vais appeler le look at, vous voyez, hop, BPI interact, donc ça détecte donc mon blueprint interface, avec le look at et entre parenthèses message. Donc ici il y a la petite enveloppe. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le message? C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas si l'acteur qui est stocké dans cette variable contient le blueprint interact, on ne sait pas. Ça se trouve, il ne le contient pas. Mais si jamais il le contient, eh bien, ça va exécuter cette fonction. Si il ne le contient pas, eh bien, il ne va rien se passer, tout simplement. C'est à ça que servent les messages. Donc, si jamais l'acteur ici contient le BPI interact, on va déclencher le look at qui va renvoyer ce message. Voilà, tout simplement. Et ce message, donc, on va faire un print string et on va l'afficher. Voilà, tout simplement. Donc, pour résumer une dernière fois, parce que c'est important que vraiment tout le monde comprenne, notre sphere trace, dès qu'il touche un objet de l'inventaire, hop, oui, il y a collision. Donc, on va récupérer la référence de l'acteur qu'on vient de toucher. Si cet acteur est différent de l'item qui est déjà stocké dans cette variable, donc au lancement du jeu, il n'y aura rien, donc oui, ce sera différent, eh bien on le stocke. Et si cet item contient le BPI interact, eh bien on déclenche la fonction donc qui va afficher un message. La frame suivante, si je laisse mon viseur sur l'item, il va y avoir toujours collision. Et ce qui sera stocké dans cette variable sera le même que ce qu'on touche. Donc le hit actor sera les mêmes. Donc ça ne va pas restocker l'item. Et si je le prends aussi, j'enlève le viseur de l'item, eh bien, il n'y aura plus de collision, donc ça réinitialise le look at actor sur rien. Ça met vide. Comme ça, si on le retouche, eh bien, on pourra restocker quelque chose. Voilà. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire. Pour ce tuto qui est un petit peu long, mais en même temps, je prends vraiment mon temps de vous expliquer les choses correctement pour que tout le monde comprenne. Que vous soyez débutant ou même intermédiaire, le but c'est que vous compreniez le mieux possible. Même si après, si vous avez un petit peu du mal, ce qui va vous faire progresser, c'est l'entraînement. Il nous reste à mettre le BPI interact sur un objet. Pour ça, il faut créer un objet. Il faut passer donc par la programmation orientée objet. Alors pour ça, je vais faire une toute petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je vais créer juste un nouveau folder items. Admettons, vous créez un jeu avec 300 items. Vous n'allez pas créer 300 blueprints. Enfin, si, mais pas 300 blueprints différents. Parce que si jamais vous voulez modifier via une mise à jour ou je ne sais quoi, tous vos items, si par exemple tout d'un coup vous rajoutez dans votre jeu les marchands et que vos items ont une valeur marchande alors qu'avant ils ne l'avaient pas, si vous n'utilisez pas la notion de parent-enfant, donc la base de l'héritage de la programmation orientée objet, vous allez devoir éditer vos 300 items indépendamment pour ajouter le prix. Ça va être un enfer. Alors que si vous créez ce que l'on appelle un blueprint parent, et que chaque item de votre jeu est un enfant de votre parent, et bien en fait, vous paramétrez tout sur votre parent, et
tout va s'appliquer sur vos enfants. Et si tout d'un coup vous voulez rajouter quelque chose, juste vous le rajoutez sur votre parent, et tous les objets qui soient 300, 3000, 3 milliards, tous vont être mis à jour. Si vous avez un petit peu du mal avec cette notion de parent-enfant et l'héritage, je vous renvoie en description. Regardez, je vous ai mis le lien d'une de mes vidéos qui explique un petit peu ça. C'est très important de comprendre ça, et donc c'est ce qu'on va mettre en place tout de suite. Donc, je vais créer un blueprint class de type actor, c'est un objet que je vais appeler BP item base. Donc ça va être la base de l'item. Dans ce blueprint, je ne vais pas le mettre dans mon jeu, juste je vais m'en servir pour paramétrer toutes les informations de mes items. Et ensuite, dès que je veux créer un item dans mon jeu, je vais faire clic droit, Create Child Blueprint Class. En fait, ça va créer un enfant de cet item, et cet enfant, ici, ce sera un objet. Et il aura tous les paramètres de mon parent. Donc en fait, vu que tous mes items vont être des enfants de cet item, ils auront tous les mêmes paramètres, et dès que je vais modifier ce blueprint, ça va s'appliquer à tous les autres items. Voilà, tout simplement. Et pour l'instant, on n'en est pas là, on va créer donc notre item base. Alors, notre item base, il a besoin de quoi? Eh bien, il a besoin du BPI Interact pour savoir quand est-ce qu'on le regarde. Donc, le fameux Blueprint Interface qu'on vient de créer. Pour ça, il faut aller dans Class Settings. Et ici, dans Implemented Interface, il y a un petit bouton Add. Vous marquez donc BPI Interact. Vous voyez, ça, c'est le Blueprint Interface qu'on vient de créer. On l'ajoute, on compile, on sauvegarde. Et vous voyez que ici, dans Interfaces, il y a nos deux fonctions Interact with et Look at qui ont apparu. Je vais cliquer sur Look at pour définir qu'est-ce qui se passe lorsque Look at est démarré. Donc, quand est-ce qu'elle est démarrée cette fonction? Je vous rappelle que c'est lorsque, ici, on arrive ici, lorsque notre objet qui est détecté en tant qu'objet ramassable, eh bien, il est stocké dans la variable et on déclenche, si il contient le blueprint interface, on déclenche look at. Et donc ça va déclencher look at ici, mais également sur tous les autres objets si jamais je les regarde. Donc qu'est-ce qui se passe si sur l'item base, donc si sur un objet de base, si je le regarde, eh bien ça va renvoyer un message interagir. Voilà, interagir. Donc tout simplement, dès que ça va être appelé, ça va m'envoyer donc dans la console interagir. Il faut également à mon objet un mesh de base, donc je vais mettre un static mesh, pas skeletal mesh, static mesh, voilà ici. Item, et je vais mettre de base un cube. Un cube que je vais mettre en 0,5. Tac, tac, pour pas qu'il soit trop gros. Et cet item mesh, en fait, il faudra le remplacer par le modèle 3D de l'item qu'on veut représenter. Donc si c'est une épée, il faudra mettre un modèle 3D d'épée. Si c'est une potion, un modèle 3D de potion, etc. Mais de base, donc c'est un cube. Vous pouvez même vous amuser si vous voulez. Hop, on va un petit peu le mettre un petit peu au-dessus du sol. Comme ça, il va flotter en l'air. Si vous voulez le mettre vraiment au sol, vous le mettez vraiment pile au sol. Et on peut mettre par exemple rotating movement pour faire en sorte que cet objet tourne sur lui-même. Un component qui permet à l'objet de tourner de 180. Là, l'objet va tourner. Donc si je le mets à mon niveau, donc il est un petit peu grand encore, et hop, il tourne. Si je me rapproche de lui, vous voyez, il ne se passe rien dans la console, simplement parce qu'il ne bloque pas l'inventory system. Parce que c'est un cube de base, il ne prend pas en compte le trace channel qu'on vient de créer. Donc il faut aller dans Collision. Vous voyez ici, dans collision preset, il faut aller dans Custom. Vous voyez, donc Inventory System, c'est le trace qu'on vient de créer. De base, il ignore parce qu'on a paramétré le channel de cette manière. Je vous ai dit de base, il faut que ça ignore. Comme ça, seulement les items qu'on veut mettre dans notre inventaire, on les met bloc. Donc il faut qu'il le bloque. Comme ça, le laser va détecter qu'il bloque donc l'inventory system. Et donc il va dire, ah, ça c'est un objet qu'on peut mettre dans l'inventaire. Une fois que ça c'est fait, hop, vous voyez que je me rapproche, et ici il y a marqué interagir. Simplement parce que mon laser bloque, enfin, il est bloqué par l'objet, donc il y a marqué interagir. Et vu que lorsque il y a collision, ça lance look at si jamais il y est, et que notre item base
à le look at, eh bien ça met interagir. Voilà. Pour débugger un petit peu tout ça, on peut ici, dans Draw Debug Type, mettre for one frame, comme ça, à chaque image par seconde, ça va afficher le laser. Vous voyez, hop, ici, le laser y est. Alors, il est un peu encore à paramétrer, on peut un petit peu l'améliorer. Vous voyez qu'il part de la caméra jusqu'à devant le personnage. Lorsque je touche, hop, ça devient vert, et il est marqué donc interagir. Donc, il y a bien collision. Si je touche autre chose, vous voyez que ça ignore totalement, parce que les autres objets ne bloquent pas le channel inventory system. Donc, il ne se passe rien. Mais dès qu'il y a collision, hop, il y a marqué interagir. Si je vous montre le code, hop, à partir de là, je vais mettre le jeu sur mon second écran, hop, démarrer le debug. Donc, vous voyez là, le branch renvoie false, parce que je ne touche rien. Là, dès que je touche quelque chose, bah, il ne se passe rien, parce que ça ne prend pas en compte la collision. Il n'y a pas de collision avec le channel. Mais dès que je touche mon item, hop, il y a collision. Et donc ça lance look at. Donc il y a marqué interagir. Et dès que je quitte l'item, hop, ça réinitialise la variable. De cette manière, si je revise mon item, ça le remet et ça relance l'interface. Voilà. C'est un petit peu plus compliqué que ce que je fais d'habitude, mais c'est vraiment comme ça que fonctionne le système d'interaction. Ça y est, nous avons un système d'interaction avec les objets qui fonctionne dans notre jeu. Dans le prochain épisode, nous allons donc pouvoir mettre en place la liste des objets présents dans notre jeu avec le data table qu'on a mis en place dans le premier épisode. Nous allons donc pouvoir rentrer toutes les informations des objets pour que le joueur puisse les utiliser. N'hésitez pas à regarder le prochain épisode dès maintenant sur patreon.com/orishagames pour tous les membres premium à partir de 3 € par mois. Merci à ceux qui nous soutiennent et moi je vous dis à bientôt.